Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Yasmine Yamaren. Salut Yasmine. Salut François. Alors, tu es la dirigeante de MIPI, qui est une Oui. société spécialisée dans la logistique et notamment au départ sur le dernier kilomètre. Je vais commencer par te laisser te présenter. Alors, j'ai 37 ans, j'ai grandi dans le Val d'Oise et voilà, j'ai eu un parcours au début ce qu'on appelle assez classique, c'est que voilà, j'ai eu mon bac, j'ai fait une école de commerce, j'ai intégré de belles entreprises où je m'épanouissais et j'ai appris plein de choses. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie comme certains de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et il y a 4 ans, c'était en novembre 2020, bah, j'ai fait le grand saut et j'ai fondé MIPI, qui est une société de transport de marchandises responsable. Alors, au départ, plutôt bon élève quand tu étais à l'école ou... Plutôt une élève qui a ses parents derrière qui lâchaient pas pour que je lâche pas. Ouais, En fait, j'ai jamais vraiment aimé rester assise et écouter. d'accord. Mais du coup, c'est là où les parents font leur boulot. En tout cas, les miens ont fait le leur. Et du coup, qui m'ont pas lâché pour que j'aille jusqu'au bout de mon bac plus 5. Ok. Derrière ce bac plus 5, du coup, des expériences du côté supply chain. Oui, mais pas du tout orienté, transport. Je savais pas du tout ce que c'était un camion jusqu'à lancer MIPI. C'était plutôt côté, indicateur, de performance, plutôt l'aspect financier, les marges et cetera, la prod, mais le transport, c'est vraiment venu, c'est un vrai hasard. Et qu'est-ce qui a créé ce déclic? Celui du transport ou celui de l'entrepreneuriat? Les deux. Parce que je pense qu'ils OK. sont liés en fait. Non, 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 pour le coup, Non? Alors, celui d'entreprendre est arrivé avant. Le on va transport est commencer par arrivé. l'entrepreneuriat alors. Voilà. L'entrepreneuriat, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un côté où je me sentais très limitée en tant que salariée. Et c'est quelque chose que même au sein de mon entreprise, j'essaie de faire en sorte que les salariés brillants de mon entreprise ne se sentent pas limités. Il y avait vraiment ce côté où voilà, j'avais mon poste, j'avais des lignes à respecter et je pouvais pas sortir de ça. Et en plus, je suis quelqu'un de très sociable, donc je m'amusais toujours d'aller voir tous mes collaborateurs. Je m'entendais bien avec tout le monde. Je faisais en sorte que tout le monde aille un peu dans le sens ou la vision que j'avais. Donc ça, c'est quelque chose qui me frustrait. Et puis les valeurs, chaque entreprise décide de prendre une direction. Et en fait, c'était pas forcément en adéquation avec mes valeurs. Et je me suis dit, mais en fait, Yasmine, à un moment donné, si tu veux tout faire, si tu veux avoir un vrai lead, si tu veux que ça aille dans le sens de tes valeurs, il faut que tu entreprennes. Mais quand j'ai pris cette décision, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. T'aimes travailler? Enfin, t'aimais Euh, travailler déjà à cette époque, en fait? En fait, le mot travailler me dérange. Alors, c'est très personnel, il y a un côté très péjoratif. J'ai l'impression qu'il faut travailler, il y a un effort à faire. Mais j'aimais, j'ai toujours eu besoin de voir mon travail comme une zone d'amusement et que les objectifs, je les voyais comme des challenges, comme des trucs sympas à réaliser. C'est-à-dire, dès que j'entends le mot travail, et je pense que potentiellement, d'avoir des parents très rigoureux et très stricts, c'est que toujours travailler, pour moi, c'est une punition. Donc, j'aimais bien m'entendre avec mes collègues. Pour moi, c'était la priorité. Il fallait que je sois dans un environnement sain où on s'amuse. Il fallait que j'aille voir mes copines et mes copains tous les jours. Ça, c'est hyper Ouais. important pour moi. Il fallait que les missions que j'y trouve du sens, que ça m'amuse. Et en fait, oui, du coup, j'ai beaucoup aimé aller au travail tous les jours. Franchement, j'ai été une salariée épanouie pour le coup. D'accord. Et du coup, alors ce premier passage à l'entrepreneuriat, il s'est concrétisé comment? Bah, du coup, ça a été pendant le Covid. Je venais d'accoucher de mon deuxième petit garçon et du coup, je travaillais pas. J'étais en congé maternité et bloquée à la maison, enfin, à part mon mari et mes enfants, les seules personnes que je voyais tous les jours, enfin régulièrement, parce que je commandais beaucoup, c'était le livreur. Et en fait, forcément, ça commençait à tourner et à me faire poser des questions. Et du coup, quelles questions tu t'es posées à ce moment-là? Il y en a 3. C'est pourquoi le livreur, enfin, très crûment, si je le formule pas, bien, c'est pourquoi le livreur est pas sympa? Au début, c'est ça. Pourquoi c'est juste que des hommes? Et pourquoi il me livre en thermique? Et derrière ces questions, il y a une vraie réflexion, c'est de se dire, en fait, pourquoi le livreur n'a pas envie d'être garant de l'expérience client dont j'estime qu'il était responsable. Donc ça, le premier sujet, j'ai fouiné, métier ouvrier, rien d'original, métier pas, il n'y a pas de qualification,
rien d'original, métier ouvrier. Donc en fait, à un moment, je me suis dit, ok, mais en fait, on prend toute une population, on leur demande de faire quelque chose et personne ne les accompagne à comprendre. Donc c'est compliqué derrière de leur demander de le faire correctement. Donc ça a été un vrai sujet. Ensuite, les femmes, parce qu'il y en a qui peuvent me dire, mais Yasmine, fous la paix aux femmes, pourquoi tu veux ramener les femmes dans le transport? Et en fait, c'est tellement plus économique que ça. Il y a une vraie question derrière économique, c'est que il y a une vraie pénurie de main-d'œuvre dans le transport. On est en galère de main-d'œuvre, ça veut dire que le métier n'est pas sexy, le métier n'attire pas, et c'est compliqué d'avoir des gens. En face de ça, on a moins de 5% de femmes dans le secteur du transport. Pourtant, la majorité des entrepôts sont en banlieue, en zone rurale, là où les femmes souffrent le plus de précarité. Donc, ça veut dire qu'il y a une population qui est demandeuse de travailler. En face, il y a un métier qu'on peut faire. Et en fait, à un moment, je me suis dit, il faut juste faire rencontrer ces deux problématiques et féminiser le métier. C'est pas marketing. Féminiser le métier, c'est vraiment aujourd'hui important. Enfin, en tout cas, c'est le sens que j'y vois. Et pour la décarbonation, là, c'était un autre sujet. Je me suis rendu compte que ça coûtait très cher de décarboner et que c'était un tripartite entre le transporteur, le client et les collectivités, les territoires. Et si les trois ne sont pas alliés dans cette mission, on ne pourra rien faire du tout. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Pourquoi c'est tripartite, en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, en fait, décarboner, ça coûte cher. Si je caricature, sur certains modèles de camions de taille moyenne que vous voyez passer ou que les livreurs ont, si je l'achète en thermique, il va me coûter 20 000, 25, 30 à tout péter. Et encore, on peut en avoir dans certains états à 15 000 euros. Il va me coûter plus de 70 000 euros si je l'achète en électrique. D'accord. Donc en fait, à partir de ce moment-là, si le client n'est pas prêt à payer cet effort, le transporteur, on n'est pas des associations, on est des entreprises à but lucratif, donc on doit faire de l'argent. Donc ça veut dire qu'il faut nous accompagner dans cette dépense et c'est le client qui doit avoir cet engagement de dire je veux décarboner, donc je vais payer. Je paye la surprime. Exactement. Ce qui est compliqué. Et ensuite les territoires, parce que déjà, justement, toutes ces lois qu'on peut avoir en fonction des villes, à l'échelle nationale, quand on impose certains véhicules, finalement, le client sait que s'il veut faire livrer ses produits à Paris, il n'a pas le choix. Du coup, ça veut dire qu'il est obligé de payer cet effort s'il veut que le transporteur le fasse. Ensuite, il y a les territoires. Les territoires, pourquoi? C'est simple. Il y a sortie de Paris aujourd'hui, si on regarde l'Île-de-France, il n'y a presque pas de borne électrique. Et s'il y en a, il suffit qu'il y ait un poids lourd en face, qu'il faut attendre une demi-heure pour recharger. Donc ça veut dire que si les territoires ne font pas cet effort d'équiper les villes, en fait les véhicules électriques, les camions électriques, c'est pas comme les véhicules électriques, l'autonomie est très faible. Donc ça veut dire que si on n'a pas ce moyen de recharge dans la journée, ça va limiter le nombre de tournées qu'on peut faire en électrique. Ça veut dire que en banlieue, on pourrait faire bien plus d'électrique, mais on en fait beaucoup moins parce que justement, il y a pas ces recharges qu'il va y avoir à Paris, donc qui va être beaucoup plus simple de faire à Paris. Et en même temps aussi, il y a un autre sujet, c'est les vélos cargo. Les vélos cargo, il faut que la sécurité des vélos cargo, c'est important. S'il n'y a pas de piste cyclable, ça peut limiter le champ d'action du vélo cargo. Donc ça aussi, c'est un effort des territoires. Donc c'est pour ça ce tripartite, argent, équipement et société de transport. On comprend bien le besoin d'infrastructure. Du coup, juste pour les auditeurs et surtout pour moi qui connaît pas forcément, un camion électrique, du coup, en termes d'autonomie, c'est à peu près combien de kilomètres par rapport à un véhicule traditionnel? Alors, aujourd'hui, ça monte ils disent 300, mais la réalité, c'est que si on fait un 250, c'est plutôt pas trop mal. Il faut savoir que quand on va en banlieue, en zone rurale, la bonne majorité des tournées nécessitent plus de 250 kilomètres dans la journée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de tournées qu'on ne peut pas faire en électrique. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que les gens, des fois, disent oh, mais vous n'êtes pas 100% électrique. Non, mais on ne peut pas être 100%. Si vous voulez qu'on soit 100% électrique, on va livrer que les Parisiens et c'est terminé. Donc ça veut dire qu'on est obligé, malheureusement, aujourd'hui, encore de livrer avec des véhicules thermiques. C'est pour ça qu'on parle de transition. On est aussi très dépendant, j'en ai pas parlé, mais on est aussi très dépendant des constructeurs et de ce qu'ils vont réussir à sortir comme nouveaux véhicules. Donc, nous, société de transport, on est dans l'attente justement de ces nouveaux véhicules électriques qui vont faire 400, 500, qui vont avoir 400, 500 km d'autonomie. En termes de répartition vélo cargo, camion, vous êtes à peu près à quel type de répartition sur vos livraisons aujourd'hui? On est quand même encore majoritairement en camion. Les vélos cargo, ça vient vraiment. Alors, on a deux visions du vélo cargo. Le vélo cargo, on va l'avoir soit si c'est déjà imposé par le client. Ça veut dire, voilà, il dit, voilà, moi,
je vous donne ça, mais je veux exclusivement du vélo cargo. Ce qui arrive très rarement, très clairement. Soit, nous, le travail qu'on essaye de faire, qui est un travail beaucoup plus difficile, c'est de dire, on a des clients en banlieue, c'est le travail qu'on fait en banlieue, et en province aussi, on est en train de le faire, c'est de dire, OK, voilà, regardez les tournées qu'on a, je pense que 5% des tournées, on peut essayer de les faire en vélo cargo. Je pense qu'une tournée, on peut la faire en vélo cargo. Et les gens se rendent pas compte, mais des fois, 1 sur 15, c'est énormément de travail. Parce que c'est retravailler tout le trafic, toutes les tournées, toute la productivité, la rentabilité, etc. Et écoutez, petit à petit, on arrive à impulser des choses, mais c'est plus complexe que juste d'arriver d'avoir des clients qui sont déjà hyper engagés, qui disent je veux full vélo cargo, mais aujourd'hui c'est pas la majorité de nos clients. Du coup, en fait, si on t'écoute bien, il y a une grosse limitation aujourd'hui au déploiement de MIPI en fonction de la typologie géographique des lieux si vous êtes présent. Ça se passe comment par rapport à vos clients déjà? Qui sont tes clients? Comment tu les gagnes? Et une petite question aussi, parce que tu as parlé d'expérience client, c'est quelque chose qui est cher pour moi. Comment tu vas en fait t'assurer que l'expérience de ton livreur correspond à l'expérience de la marque qui est derrière? Alors, C'est beaucoup de questions, hein. ouais, en fait, j'ai pas une grande mémoire. Alors, en fait, les clients qu'on a aujourd'hui, la grande distribution, c'est les grands e-commerçants, c'est finalement un peu tous ces gros qui livrent, vendent sur internet. Donc, pour donner des exemples, ça peut être c'est Carrefour, ça peut être Auchan, on commence avec LVMH, c'est Amazon. Alors, on accompagne aussi des grands transporteurs parfois sur certains projets justement de décarbonation comme UPS. D'accord? Et en fait, tous ces clients, alors c'est principalement des gros. Pourquoi? On est énormément sollicité par les plus petites entreprises, mais en fait, étant donné qu'on n'a jamais levé de fonds, aujourd'hui, on n'accepte que des clients qui ont la capacité de économiquement rendre le business viable en fait. Et pour ça, il faut beaucoup de volume. Donc c'est pas du tout un choix qui peut paraître arrogant de dire je ne travaille qu'avec les gros, pas du tout. Mais justement, plus on avancera et plus on sera solide économiquement et plus on pourra accompagner les plus petites entreprises qui nous sollicitent beaucoup. Et à chaque fois, je m'excuse en leur disant non, on peut pas encore, mais ça viendra. Et en fait, justement, quand on livre quand on livre les gros, en fait, on va nous donner toute une zone donnée avec plein de tournées. Alors, soit le client impose la façon dont il veut que ça soit c'est une vraie collaboration. Ça va vraiment dépendre des clients et de leur façon et de leur façon de travailler. Et comment j'arrive à les chercher ces clients-là. En fait, le secteur du transport, c'est un secteur hyper fermé et qui est vraiment dominé par les géants Ouais. et les grands. Les géants et les grands. Allez, on va dire que les grands font euh, au moins entre 50 millions, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et les géants, ça dépasse le milliard. Et il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, majoritairement, ils sous-traitent à des tout petits. Donc finalement, c'est toutes les toutes petites entreprises qui font vivre cet écosystème, mais les contrats sont par les grands. Et en fait, le grand travail que j'ai eu à faire pendant 4 ans, sachant que je suis sortie de nulle part et il a fallu qu'on me fasse confiance, ça a été d'être légitime auprès des géants pour être considéré à répondre aux appels d'offres. Et ça a été un des plus gros chantiers de MIPI depuis le début. Comment tu as gagné cette légitimité? La visibilité. Très clairement, ça a été. J'ai appris à bien communiquer. J'ai appris à parler de ce qu'on faisait. J'ai appris à montrer qu'on était différent et qu'on apportait quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est arrivé aux oreilles des bonnes personnes. Et il a fallu qu'on nous fasse confiance. Du coup, il faut toujours quelques géants pour se mouiller et faire confiance à une petite start-up française qui se lance. Et petit à petit, le bouche à oreille a fait son travail, la visibilité avec son travail, la résonance des médias a fait son travail, les réseaux sociaux ont fait leur travail. Voilà. Et petit à petit, j'ai réussi à faire ce que je pense que vraiment au début c'est hyper compliqué. Je suis hyper contente de ça, même si je me satisfais jamais de ce qu'on a et qu'on a toujours besoin d'aller chercher plus. Mais c'est vrai que ça a pas été facile.
Il y a un client qui vous a permis de changer de taille? Alors Amazon nous a permis d'exister. D'accord. Très clairement, ils sont souvent, pointés du doigt alors que honnêtement, c'est un de nos clients les plus engagés par rapport aux conditions de travail des livreurs, par rapport à ce qu'ils nous permettent de faire pour vivre dignement. Parce qu'une société de transport, c'est une vraie difficulté de vivre dignement parce que les marges sont très faibles, on tire vers les coûts en permanence. Donc oui, oui, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Amazon parce qu'ils nous ont mis le pied à l'étrier, très clairement. Et ils nous ont donné une certaine visibilité aussi. Et ça a permis de créer un effet boule de neige. Enfin, j'ai réussi à créer un effet boule de neige pour faire en sorte de convaincre les autres. Et aujourd'hui, honnêtement, tous nos clients, j'ai beaucoup de reconnaissance parce que quoi qu'il arrive, tous nous ont fait confiance quand on était encore petits. Parce que même quand Amazon nous donne notre chance, bon, ça m'a permis de passer de 0 à 30. Mais 30, c'est encore petit par rapport aux géants en face que je concurrence. Mmh. Du coup, avant de revenir à certaines questions que j'ai posées et qu'on a oublié sur lesquelles on est passé, comment du coup tu as structuré du coup déjà ce 0 à 30 puis, de 30 à 300? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le chiffre sur lequel tu es, quoi. Ouais. Je sais pas ce qui a été le plus dur. Je pense que le plus dur, ça a été le début. Parce que maintenant, j'ai quand même la chance de plus m'occuper des opérations. Enfin, j'ai clairement, aujourd'hui, je suis dans une vraie présidence. Ça veut dire que je mets plus les mains dans le cambouis. J'ai tout fait. Et au Tu as fait début, des livraisons au début? pardon? Tu as fait des livraisons au début? Ouais, mais alors j'en ai fait avant d'avoir D'accord. le premier contrat. Je l'ai fait pendant 8 mois. Sur les petits contrats que j'arrivais à choper à droite à gauche, livraison de fleurs, livraison de sushis, livraison de gâteaux. Les 8 premiers mois, oui, oui, je l'ai fait. Et pour le coup, c'était sympa et je communiquais dessus et justement, ça plaisait aux gens de me voir mettre les mains à la pâte. Mais il est clair que de toute façon, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que quand l'entreprise devient très grande, les salariés voient souvent le président comme voilà, il est un peu dans sa tour d'ivoire, etc. Mais ils oublient qu'en tant qu'entrepreneur, au début, on a tout fait. Ça veut dire j'ai livré, j'ai recruté, j'ai fait l'administratif. Après, j'ai été chercher des pièces auto. Enfin, il n'y a pas un truc que j'ai pas fait. C'est vrai qu'au début, pour le premier contrat, j'ai tout fait et c'est pas mon truc forcément. Enfin, honnêtement, j'aime la création, j'aime faire, mais mettre les mains dans le copier au début, j'ai pas aimé parce que c'est très stressant. Parce qu'on doit être bon dans tout, en fait. Et c'est impossible d'être bon dans tout. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai appris, il faut apprendre à s'entourer. On fait aussi des erreurs en tant qu'entrepreneur au début quand on s'entoure. On fait pas toujours les bons choix. Au début, j'étais remplie d'assurance en disant mais moi en recrutement je suis super forte, mais en fait c'est un vrai métier, c'est pas le mien. Donc honnêtement le premier contrat ça a été plus dur. Ensuite le deuxième, on a un peu plus de sous, donc on peut recruter des gens qui viennent nous aider, qui sont bien meilleurs que nous sur les sujets qu'on essaye de gérer. Et voilà et petit à petit, et en fait plus j'ai pu recruter et plus ma vie elle est toujours autant surchargée, mais de choses que je choisis de faire et que j'aime faire, donc c'est plus simple. Et du coup, ces différents paliers tu as eu différents paliers de croissance, de personnes, de structuration? Alors la croissance, elle est la même depuis le début, c'est nouveau contrat, un peu plus de marge, nouveau contrat, un peu plus de marge, nouveau contrat et en fait, un peu plus de marge, je peux recruter un métier en plus. Un peu plus de marge, nouveau métier. Donc au début, on a commencé par les RH, ensuite la finance, ensuite hop, tac, 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 tac et petit à petit, là, il y a encore plein de métiers qui manquent. On n'a pas tous les métiers, allez, aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 75. Il y a encore D'accord. 25 de métiers que j'absorbe, même plus. Il y en a, je pense que je les compte pas parce que je me dis que je les ferai tout le temps. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et vu qu'il n'y a pas de levée de fonds, c'est ça un peu l'objectif d'une levée de fonds, c'est de pouvoir recruter tous ces métiers avant finalement d'en avoir besoin pour accompagner la croissance. Ouais, d'accord. Ben, MIPI, ça s'est fait inversement. C'est chaque marge supplémentaire a permis de structurer l'entreprise. Et petite question, tu as des associés ou tu as lancé, l'aventure complètement seul? Alors, ça a été un peu dans tous les sens. Au début, je me suis entourée. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter avec certaines personnes parce que ça matchait pas. L'association, c'est hyper difficile. Et puis, c'est un de mes meilleurs amis qui m'a rejoint.
et qui est un des piliers de l'entreprise, qui est tout aussi important que moi, qui est l'homme de l'ombre. Il aime pas se montrer, ça l'intéresse pas lui. Ce qu'il veut, c'est il me fait confiance, c'est hyper important. Il me laisse piloter, c'est hyper important aussi. Et il a toutes les compétences que j'ai pas. Donc j'ai aussi appris à m'entourer. Ça veut dire que même en termes d'association, j'ai fait des erreurs au début et avant de trouver l'allié de choix. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un copilote. Comment vous communiquez? C'est quoi vos grandes routines? C'est un peu le bazar. C'est très start-up. Ça va dans tous les sens. Étant donné qu'on est OK sur le fait que c'est moi qui lead, alors autant il y a des sujets où il n'y a pas besoin de mon approbation, et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est que chacun prenne ses responsabilités. Ça veut dire que j'ai une directrice des opérations, tu es directrice des opérations. Ça veut dire que une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'était ton périmètre et ton champ d'action, il n'y a pas besoin de me solliciter toutes les 2 minutes. Mais mon associé, il est DAF au sein de l'entreprise, donc forcément, il y a des décisions financières à prendre, et ça, c'est des trucs que tu peux pas prendre seul dans ton coin, donc il faut ma validation. Donc voilà, il y a des sujets où on s'appelle dans la journée, écoute, il y a ça, écoute, il y a ça. Ça, on apprend à le structurer parce que c'est assez énergivore, mais j'ai envie de dire, c'est normal. On reste une jeune entreprise, on a 4 ans. Et ensuite, il y a les points hebdo, et j'ai mes points hebdo avec les directeurs. On fait le tour de tout ce qui s'est passé la semaine d'avant, est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas, qu'est-ce qu'on met en place pour la semaine d'après. Et ensuite, il y a des réunions qui sont moins nombreuses, qui sont sur les projets et sur ce qu'on doit mettre en place. Vous avez déjà eu des vrais conflits? Et comment vous les avez résolus? Non, on n'a jamais eu de vrai conflit parce que c'est moi qui pilote. Mais c'est hyper important. Ça veut dire qu'à partir du moment où il est OK de me faire confiance sur le fait que je pilote, euh, en fait, il n'y a pas de conflit. Bah, parce que on s'est mis d'accord sur le fait que c'est moi qui prenais la discussion. Par contre, moi, j'ai ce truc que quand je sais que c'est pas mon métier et que je ne sais pas, je fais confiance à mes collaborateurs. Ça veut dire qu'à un moment, si j'arrive et je dis, oui, je pense qu'il faut faire un, 2, 3, et que en face de moi, j'ai un des directeurs qui me dit, Yasmine, en fait, si on fait un, 2, 3, on va se cramer, parce que 3, 4, 5. Par contre, moi, très facilement, ok, 3, 4, 5, très bien. Mais c'est pas moi qui sais, c'est toi, je te fais confiance. Et il y a un truc qui est hyper important au sein de MIPI, et ça, c'est vraiment important, c'est que quand on fait confiance à quelqu'un sur une prise de décision et qui se plante, parce qu'on s'est planté plein de fois et on va se planter encore plein de fois, il y a personne qui critique cette prise de décision. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que jamais personne chez MIPI n'a blâmé personne pour une décision qui a été prise et qui a été foireuse. Ok, on apprend de nos erreurs et on avance. C'est important. Comment, du coup, tu t'as structuré le middle management sur lequel tu te reposes? Il y a des routines là aussi avec eux pour communiquer? Moi perso, et ça c'est un truc, potentiellement des choses qui m'ont marqué de ma vie de salarié. Je n'interfère pas dans le management. Ça veut dire que moi, mes interlocuteurs, clairement, c'est les directeurs. Ça veut dire que c'est à eux que je parle. Je parle pas à leurs équipes. Alors je parle. Si je leur parle, je leur dis bonjour. On fait des fois des événements, mais ça veut dire que professionnellement, ce n'est pas mon sujet. Ça veut dire que moi, on s'est mis d'accord avec l'équipe de direction sur, voilà, donc c'est impulsé par moi, c'est aussi impulsé par eux, souvent, qui me disent, Yasmine, il faut faire ça, 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 parce que c'est eux qui me remontent les problématiques terrain. Et ensuite, c'est leurs histoires, c'est leur choix. C'est-à-dire que moi, je n'interviens pas. Il n'y a aucun moment où je leur dis, tu dois recruter cette personne. Pas du tout. Je peux présenter des gens en disant, tiens, il y a un tel qui est top, on m'en a parlé, mais après, j'interfère pas. 100% autonomie, en fait. Ah non, mais en fait, j'estime que si on arrive à un certain niveau de poste et si on paye quelqu'un pour ça, et ça coûte cher, la masse salariale, vraiment, c'est quand même ce qui coûte le plus cher à l'entreprise, si à un moment donné, il y a cet argent qui est dépensé pour que quelqu'un prenne la responsabilité, il doit la prendre en fait. La masse salariale, c'est votre principal poste de coût aujourd'hui chez MIPI? Ça pique. Non, vraiment, ça pique. Non, mais en fait, surtout qu'il y a un vrai sujet, c'est que, et ça, c'est des sujets que j'ai, même avec des amis qui sont au gouvernement, sur l'augmentation du SMIC. C'est des choses qui sont très violentes à porter,
parce qu'en fait, la marge, la négociation de tarifs avec nos clients, la marge se fait sur le salaire. Entre autres, vu que moi, la richesse de mon entreprise, elle est complètement liée au livreur. Ça veut dire que et en fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a des augmentations comme ça, c'est les PME qui le portent. Parce que finalement, les grandes entreprises, elles vont rarement négocier, renégocier et renégocier. Donc enfin, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des augmentations, il y en a énormément. Moi, quand je vais voir mon client et je lui dis oui, l'augmentation du SMIC, tu me donnes plus d'argent, il m'accueille pas les bras ouverts. Donc ça veut dire que ça peut arriver que ces augmentations fassent qu'on devienne non rentable sur des contrats. Et c'est des vrais sujets. Donc la Vous masse avez des clauses salariale, justement avec vos clients, vous avez des clauses de révision de prix en fonction de l'augmentation des salaires ou c'est pas dans les pratiques du marché? ça dépend. On a des clients qui sont canons. Ça veut dire que augmentation, on n'en parle même pas. Il n'y a même pas de discussion. J'ai une signature à faire qui arrive automatiquement dans ma boîte mail. Bim, augmentation tarifaire. Ça, c'est magnifique. Mais honnêtement, c'est 20% de nos clients. Donc, ça reste minoritaire. La majorité, on va les voir. Il y en a, c'est OK. Ils disent oui, c'est vrai. Et puis, on échange, on négocie, etc. Et il y en a qui vont me dire non, non, non. On a dit que pendant les 2 premières années, on touchait pas au prix. Donc, pendant 2 ans, tu te démerdes, tu touches pas au prix. C'est le jeu, hein. Ouais. Comment justement les clients, vous avez structuré aujourd'hui un process commercial? Le principal commercial de l'entreprise, ça reste toi en tant que présidente? Il y a une équipe commerciale? Ça se passe comment? Non, il n'y a pas de commerciaux. Il n'y a pas de commerciaux. J'ai tenté l'expérience et je l'ai arrêté. Parce que je suis la porte-parole de MIPI. Et, et en fait, étant donné que c'est un secteur où on ne s'invente pas commercial. On ne s'invente pas commercial dans le transport. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut montrer aux marques qu'on est légitime à répondre à l'appel d'offres. Ça veut dire que si c'est pour payer quelqu'un et un commercial, ça va me prendre la marge d'un contrat entier, pour que derrière, ben, finalement, j'arrive à faire 10 fois plus toute seule, ça mérite pas. Enfin, aujourd'hui, ça le mérite pas. Demain, quand on arrivera à un certain niveau de chiffre d'affaires, ou qu'on arrive à lever des fonds, oui, pour le coup. Mais là, aujourd'hui, ce que je fais suffit amplement. OK, je comprends et j'ai perdu la question, chaque épisode, je perds la question que j'ai en tête, mais bon, c'est pas grave. On va retomber sur une autre question. Et du coup, en fait, le cycle de vente et le type d'interlocuteur à qui tu t'adresses, c'est qui aujourd'hui? Alors, le cycle de vente, il peut être hyper long. Aujourd'hui, là, je suis sur des contrats et des échanges. Ça fait 1 an et demi, je suis sur le sujet. Parce qu'il faut être patient, parce que pour que nous on rentre, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Ça, c'est très Ouais. important dans le transport. On vient pas proposer une espèce de nouveauté où l'entreprise elle se dit allez go, on va tester. Pour faire rentrer MIPI, il faut faire sortir une entreprise. Donc ça rend le process long. Il y a eu même des fois où on devait commencer et finalement l'entreprise en face a réussi d'un point de vue juridique, à ralentir sa sortie et ça peut décaler d'1 an notre entrée. Donc Ouais. c'est vraiment long. Et du coup, honnêtement, soit c'est mon réseau, donc les rencontres que je fais, les mises en relation, soit c'est aussi les entreprises qui viennent me voir directement parce qu'elles ont entendu parler de nous et qu'elles ont envie de voir comment on peut bosser ensemble. Et voilà, donc ça peut prendre 3 mois, enfin, ça peut prendre 1 mois. C'est déjà arrivé entre le premier contact et le lancement de contrat, il y a eu quasiment un mois et demi. Ça, c'est du rêve, on adore. Comme ça peut prendre, oui, un an et demi, 2 ans. Là, aujourd'hui, par exemple, je ne le citerai pas, mais j'ai un client, on a commencé avec lui sur un pop-up, un tout petit truc. Et en fait, c'était pas du tout rentable. Donc, on a pris la décision d'arrêter. Et 1 an après, comme j'ai gardé des relations avec eux, il y a eu une opportunité. Ils nous ont ressollicité. Et là, potentiellement, dans fin mars, on commence à bosser ensemble. Donc là, on est sur les négociations tarifaires. Donc voilà. Donc
c'est un espèce de ping-pong. Faut être pas. En fait, j'ai appris un truc avec l'entrepreneuriat que je n'avais absolument pas. C'est Ouais. la patience. Ah, c'est quelque chose d'important pourtant pour un dirigeant. Bah écoute, on s'est pas inné. Hein. Ouais. Justement, quelles sont les qualités que tu as travaillé avec, avec ton expérience entrepreneuriale? Est-ce que tu avais déjà été manager avant et est-ce que tu avais déjà eu des rôles commerciaux avant? Commercial, non, je le suis naturellement depuis toujours. Ça fait pas. Enfin, je trouve que le métier de commercial, vraiment, c'est pas. Enfin, ça peut s'apprendre. Il y a des choses qui s'apprennent, ça va de soi. Mais je trouve que c'est quelque chose où c'est inné, où on l'a, où on l'a pas. C'est un trait de caractère. Ça veut dire que ça peut s'apprendre, mais pour moi, les meilleurs commerciaux, c'est pas ceux qu'on fait des super études, qui sortent de super écoles. Et ça, j'en suis convaincue. Donc ça, c'est quelque chose que pour le coup, j'ai toujours eu. Et j'ai oublié l'autre question. Je disais quels sont alors je disais, est-ce que tu avais été manager aussi avant dans tes postes précédents? Oui, oui, j'ai été manager. Pareil, c'est pas quelque chose qui est inné chez moi, ça pour le coup, parce qu'il faut être patient. Et je le suis pas. La preuve, les collaborateurs avec lesquels je m'entends le mieux sont ceux qui me ressemblent. Et avec les autres, j'apprends. J'apprends à être patiente, j'apprends à être tolérante. Euh, c'est pas facile. Et du coup, justement, t'as appris quoi d'autre sur toi par le fait d'entreprendre? Euh, Défaut, c'est que je me satisfais pas. Et je pense que c'est un truc d'entrepreneur. Je me dis jamais bravo. Ouais. Jamais. Je me dis toujours, ok, ok. C'est une pierre, enfin, c'est une brique en plus. Et dès que la brique est installée, je suis déjà en train d'aller chercher la prochaine. Tu Donc, fêtes un peu les victoires ou jamais? pardon? Est-ce que tu fêtes un peu les victoires ou c'est pas quelque chose que tu fais? Non, jamais. Jamais. Et j'ai appris à le faire avec les collaborateurs de l'entreprise. Parce que enfin, je me suis rendu compte, ce qui est pourtant évident, c'est qu'ils attendaient ça. Enfin, Mmh. forcément, c'est le fruit de leur travail. Hein. Aujourd'hui, c'est plus le fruit de la travail de mon entreprise enfin, des collaborateurs de mon entreprise que moi. Et que eux, ils avaient besoin de reconnaissance, et ce qui est complètement normal, parce que j'en avais besoin moi aussi à l'époque. C'est juste que moi, j'ai personne pour me la donner. Ouais. Donc finalement, faut apprendre à dissocier ce que nous, en tant que leader, on fonctionne, et comment les gens qui viennent rejoindre. Et ça, c'est un truc souvent que je dis aussi à mon associé. Je lui dis, mais en fait, l'entreprise, elle nous appartient plus. Elle nous appartient à tous, en fait. Ils sont autant MIPI que nous, en fait. Et ça, c'est quelque chose, ben, moi, j'avoue, je le comprends bien, mais je sais que pour mon associé, c'était plus difficile. Il a un côté très possessif avec l'entreprise, très non, ça peut pas se passer comme. Bah oui, bah non. Bah, en fait, elle nous appartient pas plus, elle appartient à tout le monde. Tout le monde se sent autant MIPI tant qu'ils sont chez nous, et tant mieux que nous. Donc ça veut dire qu'il faut à un moment donné lâcher prise sur les décisions, lâcher prise sur l'appartenance. Et ça, c'est un vrai travail, parce que ton entreprise, c'est ton bébé en fait. Et il faut accepter que ton bébé grandisse et qu'il marche sans toi en fait. Ça doit parler à la maman que tu es. Ouais, grave. Et du coup, en fait, si on revient un petit peu à ce que tu me disais en genèse, c'est que tu as travaillé la décarbonation, tu as travaillé la parité. Ça, j'imagine que c'est incarné dans vos valeurs. Et comment, en fait, tu as mis en place on va dire, des actions pour que vos salariés se les approprient? Alors ça, c'est une mission de tous les jours. Nos deux piliers sociaux hyper importants, c'est la qualification et la féminisation. Et les deux nécessitent chez MIPI plus d'investissement financier qu'une boîte de transport normale. Parce que prendre le temps de former, prendre le temps de féminiser, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail. Et ce temps de travail, ça se paye. Et du coup, à un moment, j'ai même pris la décision qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un dans le service RH qui soit responsable de ça. C'est son travail, la féminisation, c'est sa mission. Et c'est pas facile, parce que même la qualification, c'est pas facile. Parce que quand on est dans un métier où ça roule, euh, enfin vraiment, dans tous les sens du terme, ça Mmh. roule tout le temps. Ouais. Donc ça ne s'arrête pas. Donc prendre le temps de mettre pause pour recruter des femmes,
prendre le temps de faire pause pour former, qualifier, faire monter en compétences, c'est une énergie. C'est demander de faire un effort. C'est demander de prendre le risque des fois de rétrograder pour remonter. Et ça, c'est pas facile. Ça veut dire que dans tous les points hebdo, c'est alors la féminisation, on a des contrats, on n'en a pas de femmes du tout. On a des contrats, on a 60% de femmes. En fait, le manager a sa part de responsabilité parce que des fois, on recrute des femmes, elles restent pas. Pourquoi elles restent pas? Comment on peut accompagner ça? Et comment on peut demander à un manager qui est sous l'eau, qui est dans un métier intense, de lui dire, écoute, en fait, tu mets stop, tu prends le temps pour ci, tu prends le temps pour féminiser, tu prends le temps pour qualifier. Et c'est pas inné, c'est pas facile. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut nous taper sur les doigts et c'est ok parce qu'on fait déjà beaucoup de bien et on fait pas tout le bien du monde encore. On a encore une démarche de progression. Mais non, c'est pas simple. C'est être engagé socialement et environnementalement aujourd'hui, c'est difficile. Et du coup, c'était quoi les valeurs de l'entreprise? Est-ce que vous les avez formalisées en tant que telles? Nos trois piliers, c'est vraiment qualification, féminisation et décarbonation. On a notre formation qui est SHQT, donc sécurité humain, qualité, transition énergétique, et tout tourne Mmh. autour de ça. D'accord. Vous avez mis en interne, tu as mis en place une académie pour former des livreurs féminins ou ça se passe comment? Alors féminin non, parce que tout le Ouais, monde mérite la qualification, c'est pas un ouais. sujet de femme. Par contre, on est en train d'ouvrir une école qui s'appelle BCP, Bureau des compétences professionnelles, qui va, la première classe commence début février. Et l'objectif, c'était justement, en fait, on était assez frustrés, oui et non, mais en fait, on fait des formations de 2 semaines et ensuite on fait des formations en continu pendant toute la vie du livreur. On commence aussi sur les formations des managers, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, il y a vraiment eu ce truc où je me suis dit, mais il faut une école. Vraiment, il faut une école et il faut une école qui va nous permettre de créer quelque chose de plus officiel, quelque chose de vraiment qualifiant et ensuite proposer des CDI à ces élèves qui auront fait leur parcours chez nous. Du coup, on a créé l'école du coup avec mon associé et avec une troisième personne qui connaît très bien le monde qui vient des écoles, du monde du monde de la formation. Et du coup, je suis aussi présidente de cette école et on est trois associés à part égale et on est investi hyper. C'est notre bébé du moment et on fait tout pour en faire un truc sympa. Du coup, si on revient un peu aussi au fait que tu as investi sur la parité et sur l'intégration, hem, pour un client final, que ça soit, une femme qui livre versus le livreur habituel qu'il a l'habitude de voir, c'est perçu comment? Et comment, en fait, tes clients valorisent cet effort d'intégration et cet effort de parité que tu mets en place? Alors, faut savoir que moi, mes clients, c'est les e-commerçants. Moi, on fait du B2B2C, c'est-à-dire que le consommateur final n'est pas notre client. Donc, ça veut dire que c'est notre client, lui, bah, enfin, comme toi, comme moi, tu sais, quand tu te fais livrer, tu as un petit truc où tu peux noter. Et nous, on est jugé sur ces notations-là. Et dans les classements qu'on a, on est classé sur la productivité, on est classé aussi sur le service client. Donc, on est toujours dans le top 3 France sur les stats. Pourquoi pas le premier? Parce que c'est quand même hyper important à comprendre. C'est que des fois, il y a si on livre en plein cœur de Bordeaux, par exemple, une région où on est bien implanté, c'est beaucoup plus dur d'avoir des bonnes stats que si on va livrer en banlieue parce que les espaces sont plus grands, parce que il y a plus souvent des gens à la maison. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent dans ligne de compte. Donc des fois, on peut être deuxième et finalement dans l'attitude, on est meilleur. Mais on est aussi excellent sur des stats que les clients ne voient pas. C'est-à-dire, nos livreurs ont tous un dress code. D'accord. La parité, ça peut mériter plus d'étoiles, mais il n'y a rien qui vient noter le fait ah bravo, vous avez des femmes. Donc en fait, il y a toutes ces choses-là sur les conditions de travail de nos salariés. Et ça, c'est des choses qui sont pas calculées, mais qui viennent finalement avoir un impact sur nos stats finales, mais qui sont quand même hyper importantes et qui sont valorisées par nos OK. clients. Et
Là, tu as parlé de Bordeaux. Tout à l'heure, c'est une question que je t'avais posée sur laquelle qu'on a vite Ah! zappé. En termes de zone géographique, tu es implanté où et quelles sont les limites à tes implantations? Y alors il y a pas de limite, il y a juste du temps de travail et de l'énergie. Aujourd'hui, on est sur l'île, on est, sur l'Île-de-France, on est sur Bordeaux et on est en développement sur la région PACA Ouais. et il y a plein d'autres villes qu'on drague doucement. Lyon, on aimerait bien ouvrir sur l'année 2025 et en fait, ce qu'il faut pour ouvrir une nouvelle ville, c'est un projet suffisamment conséquent pour permettre l que la ville s'autosuffise économiquement. Et pour ça, il faut des gros contrats. Faut un contrat, allez, au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et allez, un 500 000, on le fait, mais en serrant les dents. Donc 1 million, c'est quand même plus agréable. Et du coup, on lance une ville comme ça, ce qui nous permet de positionner un responsable régional qui, lui, va faire le relais, ensuite d'avoir un ou une RH de proximité. Donc tout ça, ça a un coût. Donc il faut que la marge du contrat permette d'avoir ces investissements. Et du coup, en fait, vous développez quelle relation avec les institutionnels pour faciliter votre intégration? Parce que tu nous as expliqué qu'il y avait un besoin d'infrastructure. Comment, en fait, tu fais du lobbying sur ces institutionnels pour que, il y ait l'infrastructure et du coup, de quelle façon ça ne te ralentit pas dans ta croissance? Par rapport à la décarbonation, Ouais, alors ça va pas me ralentir, ça va juste ralentir la transition. Ça veut dire d'accord. que s'il faut y aller au début entre véhicules thermiques, on va mettre 30% de véhicules électriques, on va rajouter 20% de véhicules à gaz, on va peut-être mettre un vélo, il restera 50% en thermique. Ben, on essaye de les persuader une fois qu'on est en contrat avec eux. Et franchement, ça fonctionne. On a un client au début, on avait à peu près allez, 25 tournées par jour, donc c'était 25 livreurs et camions qui démarrent tous les jours, ce qui est un joli contrat pour le coup. Et en fait, tout était en thermique. Ça veut dire que le contrat initial. Et en fait, du coup, on s'est mis d'accord avec le client en disant là, on pense qu'on peut passer 50% des tournées en électrique, parce qu'on a fait le calcul de l'autonomie, etc. Mais il faut des bornes. Ben, on a négocié, on a structuré, on a pris les bornes à notre charge. Eux, ils ont fait un effort de tarification. Et du coup, ça nous a permis, hop, ça veut dire quand, voilà, ça a été un travail qui a pris 9 mois, mais au bout de 9 mois. Ensuite, on a dit, OK, mais là, sur les tournées en thermique qui restent, il y en a deux, on peut les prendre et on peut les faire en vélo cargo. OK, mais du coup, il vous faut un dépôt. C'est là, il y a Colis Active, qui est un C2E, une subvention de l'État. À tes souhaits. Merci. Cette subvention de l'État permettait ben, finalement d'avoir un dépôt en centre-ville, enfin, de pouvoir le structurer, etc. Ensuite, quand on a le vélo cargo, avec le président de l'agglomération et le maire de la ville, il y a tout un sujet de créer des pistes cyclables. Donc, on a travaillé en disant, voilà, ces zones-là sont assez dangereuses, ces zones-là aussi. OK, eux, ils ont bien aussi visualisé que c'était le cas. Donc, il y a des projets de pistes cyclables. Voilà, ça se fait petit à petit. C'est des choses qui peuvent, franchement, qui, pour moi, prennent au moins 3 ans si on veut faire un truc vraiment sympa. Mais on les a, les 3 ans, a priori. Hein. Donc, on est Ouais. là, on le fait. Sur 3 ans, alors que ça fait 4 ans que la boîte, existe, c'est que tu n'as pas chômé au début. Non, Heu, est-ce que, justement pour structurer tout ça, tu as développé de la technologie ou tu t'es appuyé sur des outils, déjà existants sur le marché? non, on s'est appuyé sur des outils qui existent déjà. Il y a une vraie volonté de développer notre tech sur des choses qui n'existent pas, hein, parce que quand ça Mmh. existe, on n'est pas une boîte de tech, on est une Mmh. boîte on propose un service. Mais pour notre projet tech, il nous faut de l'argent. Ouais. Et l'argent, On c'est en pas revient toujours à la facile. même question. Voilà, donc c'est toujours une question d'argent. C'est quoi les enfin, j'ai lu que tu avais, tu voulais t'implanter en Afrique. Ouais. Vous en êtes où de ce projet? En fait, j'y suis allée avec Business France, la CCI, la BPI. C'était génial. Franchement, c'était 10 jours, mais hyper enrichissant et suffisamment enrichissant pour que l'info qui en ressorte, c'est non, pas tout de suite. Parce que si on le faisait à ce moment-là, ça allait nous fragiliser économiquement. Il faut savoir que, en fait, au Sénégal, les véhicules, on les achète pas là-bas. Il fallait les ramener de France.
S'il reste bloqué à la douane, ça peut avoir plus, enfin, ça peut coûter plus cher que même l'acheter le véhicule, enfin, que le prix du véhicule. Et en fait, ça veut dire que avec juste un côté pas de chance, ça aurait pu tuer la France. Et il était hors de question de mettre en fragilité ce qu'on avait déjà. Donc, j'ai eu la sagesse de dire, OK, step by step, là, on a un projet pour la Belgique. Donc D'accord. voilà, il y a l'Europe, c'est à proximité, il y a moins de coûts, ça engage moins de coûts, ça se gère, ça peut se gérer de la France. Donc voilà, petit à petit. Mmh. Toi, tu te sens, légitime pour être la manager de MIPI, jusqu'à quelle taille? Là, on est en train de recruter un directeur général. Donc D'accord. voilà, on y est. C'est non, c'est pas mon, enfin, je suis une entrepreneuse, pas, là pour ce projet-là, j'aurais pu être directrice générale si je n'étais que directrice générale, et j'aurais pu le faire parce que ça aurait été mon métier. Mais en fait, quand on est entrepreneur et que c'est sa boîte, il y a tellement de choses à gérer, en plus de diriger l'entreprise, que à un moment donné, il y a quelque chose qui est dégradé. Soit le fait de diriger la boîte, soit le fait de la faire grandir. Et pour ce projet-là, ma mission, c'est de faire grandir la boîte. Peut-être que demain, si on vient me proposer de diriger une super grosse boîte, parce que Mipi tourne sans moi, j'irai potentiellement avec grand plaisir, mais parce que ça sera ma mission. Ouais. Et comment t'en es arrivé à prendre justement cette décision? Parce qu'elle est extrêmement courageuse et très peu d'entrepreneurs ont suffisamment de lucidité pour la prendre. Pour le coup, il y a un truc que je sais faire, c'est être lucide. Je pense que c'est une de mes grandes qualités. Je suis très objective, je me fourvoie jamais, je sais où je suis excellente et je sais où je suis très mauvaise. Ça peut souvent même surprendre quand je dis oui, je sais, je suis très bonne là-dessus et les gens me regardent, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Non, mais par contre, on m'entend pas quand je vais dire je suis très mauvaise là-dessus. Du coup, les gens sont heurtés par le fait que je m'auto-congratule sur certains sujets, mais il faut aussi entendre que sur des sujets, je me critique. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, je j'arrivais plus à gérer mon temps. Il y a des choses en interne qui sont mal faites, parce qu'il y a personne et parce que c'est la responsabilité du dirigeant de prendre le temps de le faire. C'est des trucs très simples, c'est mettre en place des process, mettre en place des budgets, mais c'est des choses qui paraissent très simples et qui peuvent être très toxiques pour une entreprise s'il n'y a pas. On arrive à un certain niveau, il faut qu'on l'ait. Du coup, je me suis dit stop, faut le faire. On a bientôt suffisamment de marge pour pouvoir accueillir parce que ça coûte cher. Mmh. Ça va être quand même le salaire le plus élevé de l'entreprise. Et du coup, je me suis dit ok, j'ai fait appel à mon réseau, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et là, il faut finaliser, faut prendre une décision. Là, je suis dans la période où il faut prendre une décision. Bon. Est-ce que tu as structuré un board pour t'accompagner ou vous êtes resté juste entre vous deux avec ton associé? Euh, Alors, oui et non. En fait, c'est un porte indirect, c'est mon réseau. D'accord. Donc, je réunis pas autour d'une table, mais j'ai des gens qui ont eu un parcours incroyable, des gens brillants, et c'est plutôt à la carte. C'est moi qui les appelle en disant allô, bon bah là, j'arrive pas à prendre une décision. Est-ce que tu peux m'aider à brainstormer? Et du coup, ils prennent 1 heure de leur temps, ils m'accompagnent. Voilà. Donc, des fois, je leur donne pas de nouvelles pendant 9 mois, et après, au bout de 9 mois, je sors de nulle part et je leur demande. Et franchement, je suis contente. J'ai des gens vraiment chouettes et bienveillants. Et parallèlement, toi, comment tu renvoies un petit peu ce que tu as reçu? Tu as des engagements particuliers dans la cité en général? Dans la quoi? Dans la ville en général, enfin dans la cité, dans le sens politique du terme. Voilà. Ok. Euh, En fait, c'est un espèce de deal assez, enfin, donnant-donnant, mais sans que ça soit écrit. Ça veut dire que ça leur arrive, moi, de me contacter, de me dire Yasmine, il y a un tel qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux prendre de ton temps pour lui donner des conseils? Et du coup, je me rends. C'est-à-dire que quand ils me demandent quelque chose, je me rends tout de suite disponible. Et honnêtement, chacun dans leur style, ça leur est arrivé de me demander, d'autres pas du tout. Il y en a qui sont vraiment il y en a beaucoup qui sont en fin de carrière et qui sont beaucoup dans ce truc de je suis à une étape de ma vie où j'ai envie de donner et ils sont contents de m'accompagner. Au début, quand tu as lancé MIPI, tu t'étais fait accompagner par un incubateur, un accélérateur ou pas? Oui, les déterminés, je sais pas si tu D'accord. connais. Moussa Camara, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Une association chère à mon cœur,
parce qu'elle est née dans la ville où j'ai grandi. Donc moi, je l'ai vue naître, je l'ai vue grandir, je l'ai vue exploser. Et du coup, j'ai passé le concours, je l'ai eu et il y a eu un accompagnement de 6 mois et ensuite il y a un accompagnement d'une vie. C'est un réseau, dans lequel on reste déterminé un jour, déterminé toujours. Là, pendant qu'on parlait, il y a une fille des déterminés qui m'appelait parce que il y a cette notion d'entraide. C'est bonjour, je suis chez les déterminés, est-ce que tu peux m'aider? Du coup, ok, on prend le temps. Et franchement, ça a été incroyable. Ça a été 6 mois magnifiques. Ça m'a aussi permis de rencontrer la BNP Paribas, les leaders de la BNP Paribas qui ont décidé de nous accompagner, qui sont un pilier économique incroyable pour MIPI. Donc non, non, je pense que j'aurais pas du tout eu le même parcours si j'étais pas passée par les déterminés. Ça m'a apporté énormément de choses. Il y a d'autres réseaux dont tu fais partie? Oui, il y en a pas mal. Les réseaux, c'est important. C'est ce qui permet de rencontrer des gens, c'est ce qui permet d'apprendre, de comprendre, de créer des opportunités. Moi, je suis team réseau. Dès que je peux, je m'embarque. Après, bon, ça demande du temps et de l'énergie, mais on n'a rien sans rien. Qu'est-ce que enfin, je dirais, quel est le plus grand risque que tu as eu et que tu as pris et le plus grand échec que tu as eu sur ton aventure et peut-être ta plus grande peur dans l'aventure? Euh, L'échec, pour l'instant, ça va. Rien qui fait mal vraiment. Il y a eu des petits échecs, des déceptions de recrutement. C'est ce qui m'a le plus atteint, je pense. Et aujourd'hui, j'ai un énorme recul par rapport à ça. Ça veut dire qu'au début, je le prenais personnellement. Quand il y a eu des échecs de recrutement, je disais en fait c'est moi, c'est de ma faute. Et en fait, on se rend compte que c'est l'humain. J'ai beaucoup, 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 beaucoup appris sur l'humain. J'ai un recul aujourd'hui qui est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne va m'affecter. Ça ne peut pas m'affecter parce que j'ai pris le recul et j'ai fait la dissociation entre entreprise, Yasmine. Ça veut dire que j'ai coupé le cordon. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai coupé. Et et maintenant, quand je vois certains agissements, certaines prises de décision, j'ai pris un recul, voilà, à me dire, on est tous différents, c'est pas personnel, chacun a sa vision, tant pis si on n'a pas la même, et faut savoir couper et basta. Donc ça a été beaucoup de chamboulements émotionnels pour aujourd'hui ne plus du tout en avoir. Et en plus, c'est dans mon caractère, je suis toujours très intense dans ma façon d'apprendre les choses. Et ensuite, quand j'ai appris, par contre, je suis très militaire. Je suis terrorisée par l'échec. Et ça, c'est très personnel. J'ai l'impression que l'échec me court après en permanence. Donc ça, c'est un peu, mais je pense que quand on est entrepreneur, on a conscience que l'échec fait partie potentiellement du chemin et qu'il faut savoir l'accepter. Je sais pas si je l'ai accepté, mais j'ai accepté qu'il peut rôder. Et comment cette peur, aujourd'hui, ne t'empêche pas de prendre des risques qui te permettent de développer la boîte? Ouais, parce que c'est dans mon tempérament. D'accord. C'est vraiment dans mon tempérament, je prends des risques tout le temps. Enfin, pour moi, les règles, elles ont été faites par des hommes, donc ça veut dire qu'elles peuvent être défaites et refaites. Et à partir de ce moment-là, si je prends pas de risques, j'ai pas. De toute façon, la croissance de MIPI est complètement liée à ma façon de foncer tête baissée. Donc, prendre des risques. Donc t'as pas si peur de l'échec que ça? Bah, j'essaie de courir plus vite que lui. C'est quoi les plus gros impacts sur ta vie perso, ces 4 ans d'entrepreneuriat? Le temps, Ouais, le temps. C'est le seul. C'est le manque de temps. Ça veut dire que voilà, je suis maman, donc il a fallu tout organiser pour que eux ne soient pas frustrés de ça. Donc ça veut dire que je vais les chercher à 16h30, mais quand je les rejoins, si j'ai 1 heure dans la journée, ou 1 heure et demie, c'est 1 heure et demie vécue pleinement. Pas de téléphone, concentration maximum. Et on essaie de prendre sur soi et de mettre la fatigue de la journée de côté. Et puis forcément, en tant que, enfin avec mon mari, forcément il y a moins de temps parce que le temps en plus on essaie, puisqu'il travaille tout autant que moi, donc le d'accord. temps on essaie de le donner aux enfants.
Donc ça fait moins de temps pour le couple. Après, je pense que du moment qu'on est OK et qu'il y a personne qui souffre de ça, quand les enfants, des fois, nous disent ah, tu manques, je t'ai pas vu parce qu'il y a eu des semaines où on a travaillé plus, hop, on met pause, on réorganise. Et le plus important, c'est que les enfants souffrent pas de ça. Et là, c'est OK. Donc, c'est qu'on a bien bossé. T'as dit qu'il bossait beaucoup, ton mari. Vous avez jamais été tenté de travailler ensemble? Jamais de la vie. C'est une bonne idée. Franchement, j'admire, c'est un truc. Hier, j'étais à un concert et avec une amie à moi, et elle me dit, et on croise des collègues à elle, et elle me dit, elle me dit, bah, tu vois, ils sont mariés, ils travaillent ensemble. On en parlait hier soir. Je dis, mais ils sont complètement malades. Et elle me dit, non, mais franchement, ça fonctionne très bien. Et je suis très admiratif de ces gens qui prennent la décision. Parce qu'en fait, je me dis, on se rejoint tous les soirs. C'est déjà bien. Si on devait passer notre journée ensemble, surtout que mon mari et moi, on a des tempéraments très intenses tous les deux, je pense qu'on finirait par plus supporter. Est-ce que tu as mis en place des routines justement pour te préserver personnellement? Non, franchement, je subis beaucoup la charge de travail qui vient sans que je la contrôle. Je pense que ça, c'est un vrai apprentissage que je dois faire, c'est contrôler la charge de travail. Ça veut dire que les opportunités, elles arrivent. Par exemple, là, j'ai eu septembre, octobre qui ont été horribles. Genre, je dormais même très peu. J'ai eu novembre qui s'est calmé, et puis décembre, et là, janvier, c'est un peu plus calme. Et en fait, je n'arrive pas à contrôler la charge de travail. Et je pense que je me suis dit que sur 2025, ma résolution, c'était d'apprendre à contrôler ma charge de travail. Et apprendre à contrôler la charge de travail, ça passe aussi par apprendre à dire non. Et ça, je ne sais pas faire. C'est un vrai sujet et un vrai apprentissage de vie de savoir dire non. C'est pas forcément un tempérament d'entrepreneur. C'est pas facile. Euh, Tu te vois diriger MIPI jusqu'à on va dire, quel serait ton seuil psychologique pour passer à autre chose en fait? De plus avoir à compter les centimes, parce que je dis centimes parce que c'est un secteur de centimiers. Donc je pense que le jour où on n'aura plus peur de perdre un contrat, là aujourd'hui on n'a pas peur de le perdre parce qu'on mérite pas de le perdre, mais on se dit que ça peut arriver demain parce qu'il y a une négociation tarifaire et quelqu'un va se positionner beaucoup plus bas que nous. C'est des choses qui arrivent. Donc je pense que le jour où j'aurai plus peur économiquement pour l'entreprise, où je sais que ça roule, je pourrais me dire ok, tu peux passer à autre chose, mais c'est pas tout de suite. Mm. On arrive bientôt au terme de cette interview. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posées? Non, je Bon, vois pas. on va passer au petit quiz improbable. Go. T'es prête? Est-ce que t'es Vas-y. plutôt thé ou café? T'es Combien par jour? un Un, classique. Si ton entreprise pouvait parler, donc si MIPI pouvait parler, quel serait son mot préféré? challenge Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi, qui choisirais-tu? qui existe déjà. Qui existe déjà, ou tu peux en inventer un. Non, je suis déjà bien entourée. Bon. Si ton entreprise était une saveur de glace, quel serait le parfum? Et pourquoi? Café, parce que j'en bois pas. Quelle chanson pourrait être l'hymne de MIPI? Euh, euh, toujours plus haut. Je sais pas si elle existe, mais je l'invente. Oh si, je crois que c'est Tina Arena qui l'a chanté. Voilà. Non, c'est Aller plus haut. C'est bon. Allez, plus haut, voilà. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Euh, un peu comme les Avengers. Ils sont concurrents et alliés en même temps. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement qu'on a un secteur qui est trop dévalué, et que il faut qu'on serre les coudes pour essayer d'imposer plein de sujets. Et je pense que si on se voit trop comme juste des ennemis, on pourra pas y arriver. Et Hmm. c'est un vrai sujet dans le secteur du transport. Ouais, vous pouvez augmenter votre marché en étant plus fort en tant que Ouais. concurrent. Et voilà. Bah, alors, il y a des trucs qui sont illégaux, c'est de se mettre Ouais. d'accord sur les prix, ça c'est pas le but, mais au Hmm. moins d'accepter qu'il y a des choses qu'on refuse parce que pour la dignité de nos salariés, ça je trouve que c'est important. Je comprends.
Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un repas d'affaires? Alors, en fait, j'adore tout, même les abats, la cervelle, la langue de bœuf, donc il y a rien de bizarre pour moi. C'est bien. Si tu devais créer une mascotte pour Mipi, à quoi ressemblerait-elle? Heu, un camion qui parle. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Pour le transport, il y a 50 ans. Pourquoi? Parce que, c'était beaucoup plus valorisé Ouais. économiquement et avec plus d'argent, on peut encore mieux traiter les gens. Tu penses que du coup, on a vraiment, dévalorisé le métier parce Ouais, qu'on a vraiment tiré les prix vers le bas? en fait, le numérique, c'est 10 du PIB français. Le Ouais, transport et la logistique, c'est 10 du PIB français. Pourtant, ouais. tout le monde parle du numérique et personne parle du transport. Tout le monde investit dans le numérique, personne n'investit dans le transport et la Mmh. logistique, donc Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? McDo. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Vendredi soir, Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Bernard Arnault. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Un éléphant. Ah, il symbolise quoi? Hem, il fonctionne de manière matriarcale. La famille, c'est important. La loyauté, c'est important. La fidélité, c'est important. J'adore les éléphants. D'accord. Bon, si on veut te faire plaisir, on t'offre un petit éléphant. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Si des auditeurs veulent te contacter, comment peuvent-ils venir vers toi? LinkedIn, honnêtement, je réponds pas forcément tout de suite. Ça peut prendre 3 semaines, mais je me pose toujours à un moment donné, je réponds à tout le monde. OK. Qui me suggérerais-tu d'inviter après toi pour répondre à ces questions? Qui? C'est une vraie question. Il y a une fille que j'adore, elle s'appelle Leïla, elle est dans le BTP et j'aime trop. C'est une force de la nature, et c'est la première fois de ma vie que quand je parle à quelqu'un, je me suis dit: «Waouh, on il y a quelqu'un qui est aussi fou que moi». Elle est Bah, géniale. écoute, je vais te laisser faire la mise en relation. Avec plaisir. Yasmine, merci beaucoup pour ton temps et ben, bon développement pour Mipi et puis tu nous tiens au courant quand tu as recruté ton DG. Avec plaisir. Voilà. À bientôt. À Merci beaucoup. bientôt.